Voyager dans le temps. C'est une idée qui te tente, n'est-ce pas? Voyager dans le futur pour confronter les prédictions de Stephen Hawking. It could be a new virus, climate change, nuclear war, artificial intelligence gone rogue. We must do it now before humanity is overtaken by some disaster. Et de prédire les prochaines étapes de notre présent et ne plus jamais regretter dans nos choix. Ou alors voyager dans le passé à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité pour confirmer un fait, une histoire, un témoignage, une preuve, même comprendre les plus grands mystères non résolus. Ou même revoir une personne que nous avons perdue dans le passé. Je suis loin d'être le premier à en parler, mais tu as sans doute entendu beaucoup d'histoires à propos des prétendues personnes qui ont voyagé dans le temps, que ce soit dans le passé ou vers le futur. Chaque interlocuteur qui raconte l'histoire est persuadé de leur version du discours. Les autres, comme toi et moi, face à certains médias, souvent biaisés, qui ne justifient peu leurs sources, il est encore plus difficile pour nous de distinguer s'il s'agit d'une fiction inventée pour faire le buzz, une histoire de personnes vraies qui ont halluciné, ou alors simplement on n'a pas assez de preuves ni assez de raisons surtout pour justifier la présence d'un tel individu provenant du futur à notre époque. Si tout cela était réel. Quel est le rapport avec la théorie de la relativité restreinte? Peut-on véritablement voyager dans le temps avec nos connaissances scientifiques actuelles? Comment sait-on que le principe de causalité n'est pas une loi de l'entendement humain? D'abord, commençons par une histoire fascinante. L'une des histoires qui m'a personnellement fasciné le plus, c'est l'histoire de Charlotte Anne Moberly et Eleanor Jourdain. Je vais aller directement à l'essentiel, sinon ça va prendre 3 heures, mais dans l'après-midi du 10 août 1901 précisément, c'est l'histoire de 2 Anglaises d'Oxford qui viennent visiter le château de Versailles et ont l'impression d'avoir traversé une toute autre époque en allant dans le petit Trianon. Elle avait l'impression de rencontrer et de vivre une expérience avec les serviteurs de Louis XV et de Madame du Barry avec le recul, qui était la maîtresse du roi de France à l'époque, et confondait même avec Marie-Antoinette. Mais ce prétendu voyage dans le temps a fait débat durant tout le XXe siècle. Certains pensent qu'elles ont halluciné, toutes les deux en même temps, et tandis que d'autres personnes plus rationnelles comme Philippe Julien pensent que ces 2 Anglaises ont rencontré un groupe d'amis de l'aristocrate qui avait l'habitude d'être costumés dans les jardins de Versailles, contestés par Robert Amadou par la suite. Malheureusement, il semble bien que cette explication ne vaille pas. D'abord parce qu'à l'époque où les 2 demoiselles anglaises se promenaient à Trianon, il n'y avait pas de fête donnée par Robert de Montesquieu et que les détails donnés par ces demoiselles anglaises ne coïncident pas avec le détail des personnages et des événements qui se déroulaient dans les fêtes organisées par Robert de Montesquieu. Difficile de faire l'unanimité, qu'en penses-tu ? Fais-toi plaisir dans les commentaires. Mais une chose est sûre, c'est que souvent on a l'impression qu'on est si proche du vrai, mais à la fois pas si loin du faux. Si on affirme que ces histoires sont vraies, tu ne croirais pas, sinon pourquoi on trouverait jamais aucune trace? Si on affirme que ces histoires sont fausses, ça met le doute à mort parce qu'elles peuvent être archi crédibles. Par exemple, un brevet de machine à remonter le temps a été déposé aux États-Unis suite au témoignage d'un gars mystérieux, John Titor, que tout le monde a entendu parler peut-être, prétendant qu'il vient du futur pour résoudre un problème de bug à l'an 2000 sur les machines de l'IBM 5100. Des fois c'est tellement crédible qu'on a limite pas envie de croire que c'est faux. Mais gardons quand même les pieds sur terre et ne pas laisser notre imagination prendre le dessus de notre raison. Je te pose une question qui paraît très débile. Qu'est-ce que le voyage dans le temps? Si nous penchons plus sérieusement à cette question du voyage dans le temps, il semble important de comprendre d'abord ce qu'est vraiment le temps. Des fois on parle du temps comme une substance universelle qui existe indépendamment de nous. Des fois on le définit comme quelque chose que notre cerveau projette sur le monde pour temporaliser les événements et les mouvements. Mais si on définit le temps comme étant un mécanisme qui renouvelle la présence de l'instant T et s'écoule dans un seul sens, le retour dans le passé n'est alors pas possible. Sinon on violerait le principe de causalité que je reviendrai avec soin par la suite. Je ne vais pas parler de la théorie des univers parallèles ni des trous de verre, je suis certain que tu trouveras plein de documentaires sur ça faits par des personnes incroyables. Je m'intéresse à notre monde uniquement dans cette vidéo. Dans ce cas-là, on comprend qu'il y a peut-être un problème dans la définition du voyage dans le temps.
Est-ce qu'il s'agit de changement d'époque sans changer d'âge? Est-ce qu'il s'agit de remémorer ou de revivre un événement du passé? Ou alors est-ce qu'on assiste à une scène comme une présence tierce de spectateurs par exemple, un petit peu comme dans Harry Potter? Personne ne détient vraiment la réponse absolue à cette question jusqu'à ce jour. Mais pour les physiciens, le temps est une variable et constitue la 4e dimension de notre monde. En plus de l'espace qui est en 3 dimensions, je t'apprends rien de nouveau, on n'est pas des crêpes et on ne vit pas sur un plan en 2D. Albert Einstein a publié en 1905 une nouvelle théorie sur l'espace et le temps, qui s'appelle la théorie de la relativité restreinte, qui a fait disparaître cette notion de temps absolu. Chaque observateur a son temps propre. Actuellement, on a tous l'impression d'avoir le même temps propre parce que notre vitesse de déplacement est tellement faible par rapport à la vitesse de la lumière dans le vide, qui vaut environ 300 000 km par seconde, qui est invariant et rien ne peut aller plus vite que la lumière selon Einstein. Mais ça ne veut pas dire que la vitesse de la lumière est toujours constante. Par exemple, elle varie en fonction du milieu qu'elle traverse. La vitesse de la lumière dans l'eau est différente que sa vitesse dans l'air par exemple. Mais ça veut dire que la vitesse de la lumière ne dépend pas de celle de sa source. Si tu es dans ta voiture et que tu circules à 50 km/h et que tu allumes les phares, un observateur qui se situe sur le trottoir verra toujours la lumière à la même vitesse, soit 300 000 km par seconde. Alors que si tu jettes une balle vers l'avant avec une vitesse qu'on va l'appeler V-balle par exemple, un observateur quelconque qui se trouve sur le trottoir verra la vitesse de la balle qui vaut la vitesse de la balle par rapport à la voiture, plus les 50 km/h qui est aussi la vitesse de circulation. En relativité restreinte, le temps et l'espace ne sont pas deux concepts distincts et indépendants contrairement à la physique galiléenne et newtonienne. La seule notion qui reste vraiment absolue, c'est l'accélération. Tout le monde te verra accélérer de la même manière indépendamment de là où il se trouve. Mais c'est là que ça commence à être difficile à appréhender car la distance et le temps sont des notions relatives. Et pour voir les choses plus claires, on peut imaginer qu'en chaque point de l'espace, il y a une horloge qui caractérise le temps propre à cet endroit précisément. On perd donc cette notion de simultanéité. Plus tu voyages à une vitesse proche de la lumière, plus la même durée qui s'est écoulée dans ton référentiel paraît plus longue pour un observateur immobile. C'est ce qu'on dit communément de manière vulgaire que plus on est proche de la vitesse de la lumière, on semble être rajeuni. Par exemple, rigoureusement parlant, l'astronaute Thomas Pesquet, qui voyage à plus de 28 000 km/h autour de la Terre, sa vitesse est suffisamment grande par rapport à toi qui marche à 2 à l'heure pour aller chez ton boulanger du coin par exemple. Donc même si sa vitesse reste très faible par rapport à la vitesse de la lumière, mais à son retour, l'horloge atomique qui l'a embarqué indique une heure très légèrement différente qu'une horloge qui est restée sur Terre immobile. Il a donc vieilli un chouïa moins que nous dans notre référentiel, à nous. Ce qui revient à dire qu'il a voyagé légèrement dans le futur. Einstein complétera sa théorie en 1915 par la théorie de la relativité générale, expliquant que la gravitation courbe notre espace-temps et accélère les corps que je ne vais pas détailler ici, mais qui fera l'objet d'une autre vidéo. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Est-ce que c'est paradoxal? La question du voyage dans le temps est délicate à traiter, mais si on penche d'abord sur les petites particules, comme tout d'ailleurs, on commence d'abord par le monde de l'infiniment petit. Comment sait-on que le principe de causalité est forcément une loi de la nature? Il se trouve que c'est une loi de l'entendement humain, comme disait Kant. Alors, j'ai déjà évoqué qu'en physique classique, le principe de causalité nous invite à considérer que le passé est une forteresse imprenable. On ne peut pas modifier un événement dans le passé. L'ordre chronologique est absolu, mais c'est pas la question. Je rappelle qu'en 1930, d'un côté on a la physique relativiste d'Einstein pour des objets très rapides, et de l'autre côté la physique quantique qui s'applique aux objets très petits, qui n'étaient pas encore relativistes. Car à l'infiniment petit, les lois newtoniennes ne sont plus fidèles à l'observation. On ne savait pas comment faire pour des objets dans ce cas qui sont très petits et très rapides. Mais celui qui a trouvé la solution s'appelle Paul Dirac. Il a écrit une équation qui porte son nom aujourd'hui, l'équation de Dirac. Sans rentrer dans les détails de Charabia, il a une équation quantique et relativiste, il la résout, il s'intéresse à une particule dans le laboratoire qui apparaît et qui disparaît. Un muon par exemple, ça vit environ 2 microsecondes. Et puis, par curiosité, il s'est demandé ce qu'il se passe pour un observateur qui traverse la pièce. Il s'aperçoit que dans certaines conditions, la particule va même disparaître avant qu'il soit apparu. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc de grand malade. Et c'est dit que mon équation c'est du bullshit, le temps est arbitraire et que ce n'est pas une substance propre. Il en arrive à la conclusion que c'est un effet de relativité quand la causalité n'est pas en jeu.
Et c'est là qu'il a eu l'idée de génie de modifier son équation pour qu'elle soit respectueuse du principe de causalité. C'est-à-dire que si lui, il les voit apparaître et disparaître, les autres vont voir strictement la même chose dérouler dans la même chronologie. Et ce calcul lui a conduit à une autre solution en respectant le principe de causalité. Il voit apparaître des énergies négatives, c'est-à-dire que des particules qui mathématiquement donnent l'impression de remonter le cours du temps. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire d'énergie négative? Ça veut dire masse négative. Donc si tu pousses une personne, cette personne au lieu de partir en arrière, elle se déplace vers toi, vraiment il n'y a rien qui va. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et en 1931, Dirac a compris que ces particules d'énergie négative ne le sont pas littéralement. Sinon c'est pas physique. Ce sont des antiparticules en fait d'énergie positive qui suivent le cours du temps. C'est le résultat de la physique le plus important concernant le temps, selon Etienne Klein. Mais quel est le putain de rapport entre les antiparticules et le voyage dans le temps? En fait, l'interdiction de voyager dans le temps mise dans les équations le conduit à prédire l'antiparticule de l'électron, qui est le positron. C'est fou quand même. On est en 1932, après avoir publié son article, un alpiniste physicien américain qui s'appelle David Anderson, il monte une chambre de Wilson. Alors, une chambre de Wilson n'est pas une chambre où il y a Wilson dedans, mais c'est une chambre à brouillard qui permet de détecter les particules, tout simplement. Et il détecte le positron, comme par hasard. C'est l'une des découvertes la plus fondamentale. Pourquoi? Parce que imaginons que le positron n'existerait pas. Ça veut dire que le principe de causalité n'est pas une loi de la nature, mais une loi de l'entendement humain, c'est-à-dire une loi qui est en nous et que nous projetons sur le monde. Le fait que le positron existe signifie que Dirac a eu raison de modifier son équation, et que la causalité n'est pas seulement de l'entendement humain, mais une loi que les particules connaissent et obéissent tous. Donc l'existence de l'antimatière est la preuve qu'au moins en physique des particules en tout cas, dans l'univers il existe quelque chose que l'on ne peut pas voyager, au sens propre du terme, et qui s'appelle le temps. Ce n'est pas une conclusion pour toute la physique, mais parce que peut-être dans d'autres théories on trouvera une autre explication. Oui, mais tu vas dire que des antiparticules c'est encore un machin qui se trouve qu'en laboratoire et ça ne me concerne pas du tout. Mais c'est faux, parce qu'on émet tous des antiparticules en fait. Dans nos corps, il y a du potassium, qui est radioactif naturellement. Le potassium 40, c'est-à-dire 19 protons plus 21 neutrons, il se désintègre durant une période ultra méga longue, soit des milliards d'années. Il y a émission d'un électron, émission d'un antineutrino à la vitesse de la lumière, qui traverse tes amis, ta maison, la Terre, tout. Donc un homme de taille normale émet 4000 antineutrinos par seconde. Donc tu émets 4000 fois par seconde, la preuve que les voyages dans le temps n'est pas possible au sens propre du terme. Mais d'un point de vue critique, dans tout ça, peut-être qu'il y a un problème. Dans l'histoire de la physique, que ce soit à l'échelle atomique ou humaine, on a contraint le temps par des principes de causalité. La grande idée de Newton poursuivie par la suite est que le temps est différent des phénomènes temporels. Or, le principe des causalités renvoie sur la notion d'événement. Et quoi qu'il en soit, plusieurs formes de physique existent aujourd'hui, car certains pensent que la relation entre le temps et la causalité peuvent devenir vraiment problématiques. C'est un peu comme quand on regarde une vieille télé, tu sais celle avec plein de petits points, quand tu regardes l'écran de très très près, ça te fait très mal aux yeux. On ne voit pas d'image, mais au fur et à mesure que l'on recule, au bout d'un certain éloignement, on voit apparaître les formes, les couleurs, etc. Leur idée, c'était un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'à une toute petite échelle, donc c'est l'échelle de Planck pour ceux qui connaissent, c'est de l'ordre de 10-33 cm. Il n'y a pas d'espace ni de temps, mais il n'y a que de la causalité. Et quand on s'éloigne, on voit apparaître l'espace-temps. Dans ce cas, l'espace-temps devient alors une émanation de la causalité au lieu d'être contraint par elle. Donc la réflexion du voyage dans le temps prendra une toute autre dimension et peut-être qu'un jour, on pourra tenter d'expliquer le réel par l'impossible. Qui sait ?